Et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde dont le sujet est les assurances obligatoires des particuliers. Alors les assurances font partie de notre quotidien et représentent un certain poids dans le budget des ménages. Donc il nous a paru important de faire un point sur ce thème. Mais pourquoi devons-nous nous assurer et pourquoi sont-elles obligatoires? Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'assurance? Alors j'ai le plaisir de vous présenter nos invités, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc Héloïse Le Goff, directrice de la communication du Fonds de garantie des assurances obligatoires. Bonjour. Alors le professeur Laurent Leveneur, président du bureau central de tarification, le BCT. Bonjour. Donc vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Le professeur Pierre-Grégoire Marly, directeur du master droit des assurances à l'Université du Mans. Bonjour. Bonjour. Et puis enfin, monsieur Stéphane Penet, directeur général adjoint de France Assureur, bonjour, la Fédération française des assurances. Bonjour. Donc je vous remercie encore une fois très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc avec nos invités, nous allons essayer de vous éclairer sur les assurances obligatoires, sur les enjeux de ce secteur et sur les risques que l'on court lorsqu'on ne n'est pas assuré. Alors, quand on pense aux assurances obligatoires, on pense naturellement à l'assurance automobile, mais on va essayer d'avoir une vision un peu plus globale que ça. Et pour ça, je me tourne vers vous, Pierre-Grégoire Marly. Pourquoi existe-t-il des assurances obligatoires? Et pouvez-vous nous rappeler celles qui sont obligatoires, notamment pour les particuliers? Alors avant tout, je crois qu'il est important de rappeler que bien souvent, l'assurance obligatoire, c'est une porte d'entrée dans l'assurance tout court. En d'autres termes, c'est bien souvent à l'occasion d'une assurance obligatoire qu'on découvre l'univers merveilleux des assurances. Alors je sais bien, un univers qui n'a pas toujours bonne réputation et qui paraît bien mystérieux. C'est vrai que, à bien y réfléchir, payer un service dans l'espoir que ce soit à fond perdu, c'est-à-dire dans l'espoir qu'on ne subisse pas de sinistre, ça peut paraître quand même, de prime abord, assez peu banal. En réalité, c'est une opération, un service, un contrat, qui n'est pas si mystérieux que cela. Et je dois tout de suite rassurer les spectateurs, les participants, même si à l'issue, même si au terme de votre contrat d'assurance, vous n'avez pas subi de sinistre, vous n'avez pas cotisé pour rien. Car en réalité, tout au long de ce contrat, même s'il n'y a pas de sinistre, eh bien, l'assureur est là, qui garantit le risque auquel vous êtes exposé. Un peu à l'image du gardien d'un musée qui est rémunéré de la même façon qu'il y ait ou non une tentative de vol dans le musée. Il est là, il surveille. Et bien de la même façon, un assureur, il se tient prêt. Il se tient prêt à intervenir s'il y a un problème. Et plus précisément, il se tient prêt à intervenir si éventuellement il y a un dommage, et plus généralement si le risque garanti se réalise, auquel cas il sera amené à verser une prestation qui éventuellement, et bien souvent, sera d'un montant beaucoup plus important que la somme des primes que vous aurez versées pour cela. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible que, en vertu d'un contrat d'assurance, l'assureur soit amené à payer des sommes parfois considérables, surtout au regard des cotisations que vous avez versées? Est-ce que c'est un peu comme le loto, me direz-vous? Mais il y a un peu de cela, en ce sens que, à l'instar des jeux de hasard, l'assurance, c'est un contrat aléatoire. Mais la différence, c'est que, ici, le risque n'est pas choisi, comme dans le loto, il est subi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assureur ne couvre pas un seul risque. Il couvre plusieurs risques qui sont plus ou moins équivalents. L'idée est, comme on le dit, qu'il mutualise des risques, de telle sorte que, avec les primes afférentes aux risques qui ne vont pas se réaliser à un moment donné, il va pouvoir régler les risques qui, eux, se réaliseront au même moment. C'est un peu ça, la magie des statistiques d'abord, et de l'assurance en particulier. Alors donc, si l'assureur, et c'est son métier, doit être en mesure de régler les sinistres lorsque ceux-ci se réalisent, eh bien, c'est lorsque l'assurance a pour objet de réparer des dommages ou des pertes, un outil, vous l'aurez compris, extrêmement utile. Très utile notamment si l'assuré n'est pas personnellement en mesure financièrement de régler le dommage qu'il a subi ou qu'il a causé. Prenez par exemple une assurance qui couvrirait la responsabilité civile de l'assuré,
il est bien évident que pour la victime de cet assuré, c'est une formidable garantie d'être payé, d'être indemnisé, quand bien même l'auteur de son dommage serait insolvable. Et c'est justement en raison de cette utilité, de cette vocation protectrice de l'assurance, et en particulier de l'assurance de dommages, que certaines assurances ont été rendues obligatoires. Il y a environ 180 régimes d'assurance obligatoire dans notre droit français, qui concernent alors là les domaines les plus variés. Ça va du transport à l'habitation, en passant par les activités sportives et certaines professions réglementées. Parfois, ces assurances, elles couvrent les dommages que vous pouvez subir dans vos biens, dans votre patrimoine, dans votre personne. Parfois, elles vont couvrir la responsabilité civile que vous encourez vis-à-vis des tiers. Et puis parfois, elles s'imposent à des entreprises ou alors à des particuliers. Chez les particuliers, on peut le dire, ce qui est sans doute le plus courant, c'est l'assurance en matière automobile, lorsque votre responsabilité de conducteur est couverte. Voilà pour un exemple, mais je pourrais également citer, bien sûr, l'assurance habitation pour les locataires, ou encore, moins fréquente, plus méconnue, l'assurance dite dommage-ouvrage, lorsque vous effectuez certains travaux. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'étais loin de me douter qu'il y avait tant d'assurances obligatoires, mais en tout cas, les trois principales que vous venez de citer pour les particuliers. Alors moi, je voudrais avoir un peu le sentiment de M. Penet, qui représente l'industrie, ici, des assureurs, par rapport à ces assurances obligatoires. Oui, écoutez, d'abord, merci à la Banque de France d'organiser une table ronde sur l'assurance, parce que je pense et notamment sur l'assurance automobile, parce que c'est peut-être un peu là-dessus qu'on va s'arrêter, parce que l'assurance automobile est un produit de grande consommation. Des dizaines de millions de gens sont assurés en assurance automobile, et je crois qu'on n'en fait jamais assez dans l'explication de comment fonctionne cette assurance. D'ailleurs, je tiens à dire, et c'est ma petite parenthèse de marketing France Assureur, que France Assureur agit pour l'éducation financière depuis maintenant de nombreuses années et a publié toute une série de documents sous la rubrique l'assurance pratique qui permet d'expliquer, je dirais, de manière simple comment fonctionnent différentes assurances. Et à l'occasion de cette semaine de l'éducation financière, nous avons publié un dernier petit opuscule qui s'appelle comment fonctionne mon assurance, justement, avec 15 exemples. Tout le monde pourra trouver cela sur le site de France Assureur. Alors, l'assurance obligatoire, l'assurance automobile d'abord. Pourquoi a-t-elle été rendue obligatoire? Vous l'avez dit, on est dans une protection. Alors, une protection à la fois des victimes et à la fois des auteurs responsables d'accidents eux-mêmes. C'est les deux qui sont protégés. Soyons clairs, la mise en cause de notre responsabilité en tant que personne, vous et moi, lorsque dans notre vie quotidienne, notre responsabilité peut être mise en cause à tout moment. Nous pouvons, par exemple, c'est le fameux exemple classique que l'on donne, le fameux pot de fleurs qui tombe de mon balcon et qui blesse quelqu'un, et bien dans la mesure où ce pot de fleurs m'appartient, je suis censé indemniser cette personne et ma responsabilité sera mise en cause. Il y a un moment dans notre vie de particulier, je ne parle pas de la vie professionnelle, pendant laquelle le risque de mise en cause de notre responsabilité est multiplié par 2 ou par 3. C'est quand on prend le volant de notre véhicule, ou lorsque l'on enfourche notre moto, notre scooter, ou lorsqu'on prend le volant de notre trottinette électronique ou électrique, parce que tout d'un coup, nous allons partager la voie publique avec d'autres véhicules, avec des piétons, avec des cyclistes, avec des tas de personnes vulnérables. Et tout d'un coup, le risque que nous causions un dommage ou un préjudice à un tiers est multiplié par 3. Et bien des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, vous savez, on en parlait ce midi avec un spécialiste de la chose, et il me disait en riant, vous savez, je pense que 99% des Français pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Donc, ils se disent tous, l'assurance, l'accident qu'on peut causer, c'est pas moi, de toute façon, je conduis bien. Oui, mais malheureusement, les chiffres sont là pour dire que l'accident arrive à tout le monde. Donc, le législateur français, mais pas seulement le législateur français, parce que
aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du monde, on trouve une assurance automobile obligatoire. Alors, elle est plus ou moins sophistiquée, plus ou moins couvrante, comme on dit, plus ou moins importante, mais en général, on la trouve un peu partout. Donc, le législateur s'est dit, on va rendre cette assurance obligatoire d'abord pour protéger les victimes potentielles d'un accident de la route. Ça veut dire quoi, protéger les victimes? Ça veut dire être sûr et certain que cette victime pourra être indemnisée. Sûr et certain, il faut avoir de l'argent, il faut être solvable. Qui mieux que l'assureur pour être sûr que cette victime pourra être indemnisée? D'où l'instauration d'une obligation d'assurance pour tous les véhicules, de façon à être certain qu'à un moment donné, si jamais il y a un accident, il y aura derrière le véhicule responsable un assureur qui pourra venir indemniser les victimes. Donc c'est avant tout pour protéger les victimes des accidents de la route. Mais c'est aussi une façon de protéger les auteurs de ces accidents. Parce que, d'abord, comme je l'ai dit, beaucoup pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne et qu'ils n'auront jamais d'accident. Mais surtout, peu sont vraiment conscients de la gravité que peut représenter un accident de la route, gravité au niveau financier pour eux. Je crois qu'Héloïse nous donnera tout à l'heure quelques exemples, mais l'addition peut monter très vite et effectivement, sans assurance, peut mettre des personnes carrément en faillite. Alors, entendons-nous bien, cette garantie obligatoire, c'est une garantie qui indemnise les tiers, qui indemnise les victimes que je peux causer moi-même avec mon véhicule. Et c'est ce qu'on trouve dans tous les contrats d'assurance comme garantie de socle. Et au-dessus de cela, il y a toute une série d'autres garanties qui viennent compléter cette garantie responsabilité civile. Il y a notamment la garantie dommage. Je donne souvent cet exemple parce qu'il est particulièrement, je trouve, il illustre bien ce que couvre et ce que ne couvre pas la responsabilité civile. Mais si je roule tout seul sur une route avec mon véhicule et que malencontreusement je glisse sur une plaque de verglas et que ma voiture sort de la chaussée et que mon véhicule est abîmé et moi-même je suis blessé, là il n'y a pas de tiers. Donc la responsabilité civile ne jouera pas et il n'y aura aucune indemnisation si je n'ai pas pris d'autres garanties, la garantie dommage pour mon véhicule, la garantie individuelle du conducteur pour ce qui concerne mes dommages corporels. Donc il est important de se souvenir qu'il y a certes un socle qui a été imposé par le législateur, qu'on est donc tous obligés de souscrire, mais qui protège non seulement la victime, mais qui protège aussi l'auteur, et que derrière, il y a toute une série d'autres de garanties qui viennent compléter les contrats et qui permettent d'être indemnisés en cas de vol, de catastrophe naturelle, en cas d'accident où il n'y a pas de tiers responsable, où c'est moi qui me suis planté tout seul et qui ai abîmé mon véhicule ou qui me suis blessé par moi-même. Donc ça, c'est important de faire ce choix-là au moment où on choisit son assurance, mais de bien savoir quel type de garantie j'ai besoin. D'accord, merci. Alors, donc, si je comprends bien, il y a des assurances obligatoires qui sont un socle, et puis, éventuellement, il faut quand même réfléchir à quelle garantie on veut et quel risque on veut couvrir. Alors, il y a un acteur important dans le dispositif d'assurance, qui est le BCT, le Bureau central de tarification. Et là, je me tourne vers le professeur Leveneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de cet organisme et comment est-ce qu'il intervient ? Bien oui, bien entendu, je vous remercie de m'avoir convié, même si l'épidémie m'a frappé ces derniers jours et donc m'a écarté de J'en suis vraiment désolé. présence dans cette salle. Mais le rôle du BCT, Bureau central de tarification, est de mettre en œuvre l'obligation d'assurer et qui est le pendant de l'obligation de s'assurer. Alors les assurances obligatoires dont on parle depuis quelques minutes sont toutes des obligations de s'assurer. C'est-à-dire qu'un risque pèse sur une personne et la loi lui impose de souscrire un contrat d'assurance pour faire prendre en charge les conséquences de la réalisation de ce risque par un assureur. Les raisons ont été très bien exposées. Alors, le risque en question, c'est presque toujours un risque de responsabilité civile. Risque de responsabilité civile automobile, risque de responsabilité civile des locataires, risque de responsabilité civile de multiples professionnels. Alors, parfois, c'est un risque de dommage à des biens. En matière de construction, ça se rencontre,
mais aussi en matière de catastrophes naturelles. Hein, c'est un risque de dommage aux biens qui appartiennent à l'assurance. Alors, la plupart du temps, les choses se passent sans problème. Le candidat à l'assurance, qui est obligé de s'assurer, on l'appelle un assujetti à l'obligation de s'assurer, eh bien, ce candidat à l'assurance s'adresse à un assureur de son choix. Il y en a plusieurs centaines en France. Et il parvient à conclure le contrat correspondant à l'obligation légale de s'assurer qui pèse sur lui. Donc c'est tout simple. On fait son marché, on trouve l'assureur qui convient, on s'assure. Mais dans quelques cas, le législateur a estimé qu'il pourrait y avoir des difficultés et que l'assujetti à l'obligation de s'assurer pourrait ne pas parvenir à s'assurer tout seul. Et il est vrai que si l'assujetti dispose de la liberté de s'adresser à l'assureur de son choix, eh bien l'assureur, lui, celui qui a été sollicité, dispose aussi de la liberté d'accepter ou non de couvrir le risque qui lui est proposé par cette personne. Alors, le BCT est là, lui, pour imposer une obligation d'assurer aux assureurs. Voici qu'un assureur a refusé le risque qui lui a été proposé, il avait le droit de le faire, parfaitement. Mais, grâce à l'intervention du BCT, cet assureur se verra obligé par le bureau à conclure tout de même le contrat d'assurance qui lui a été proposé, moyennant une prime. Quelle prime? Cet assureur ne voulait pas conclure le contrat. Ben, une prime que le Bureau central de tarification est chargé de fixer. Voilà le rôle fondamental du bureau, fixer la prime d'une assurance obligatoire alors que l'assujetti à l'obligation d'assurance n'arrive pas à s'assurer. Alors pour les particuliers, ceci concerne principalement l'assurance de responsabilité civile automobile. Ça, une grande pratique dans ce secteur depuis fort longtemps, mais ça concerne également l'assurance des catastrophes naturelles, et puis l'assurance des risques de responsabilité civile des locataires, locataires de biens d'habitation, et puis ça concerne encore, depuis une époque toute récente, l'assurance de responsabilité civile des risques de responsabilité civile des copropriétaires, ainsi que des risques de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires. Alors, c'est l'exemple qu'évoquait M. Penet, c'est un de ces risques-là. Le pot de fleurs qui tombe, bah tiens, ça peut engager la responsabilité civile du locataire, si c'est le locataire qui habite dans le logement, éventuellement d'un copropriétaire, si c'est lui qui avait installé le pot de fleurs dans cet immeuble en copropriété. Alors, comment le Bureau central de tarification est-il appelé à intervenir? Eh bien, ici, la procédure est minutieusement fixée par la loi et par le décret. Ce n'est pas très compliqué, mais enfin, il faut tout de même la respecter, sinon le bureau n'aura pas le droit de statuer. Alors, il faut que notre assujetti à l'obligation d'assurance se soit vu refuser la souscription d'un contrat d'assurance, de l'un de ses contrats, alors qu'il avait sollicité l'assureur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Et puis, l'assureur en question refuse expressément, ou bien il ne dit rien, eh bien, au bout de 15 jours en général, parfois 45 jours, cela vaut un refus, et l'assujetti dispose alors de la possibilité de saisir le Bureau central de tarification, là encore par lettre recommandée. Et c'est l'assujetti qui doit désigner l'assureur auprès duquel il souhaite être assuré. Vous pensez bien que notre candidat à l'assurance s'est sans doute adressé à plusieurs assureurs. Il a eu sans doute plusieurs refus, mais c'est lui qui va désigner celui auprès duquel il veut être assuré, et il envoie son dossier au Bureau central de tarification. Alors le bureau instruit le dossier et demande un certain nombre de renseignements à notre candidat à l'assurance. Alors en automobile, on va lui demander s'il a eu des sinistres, on va lui demander si son permis de conduire a été retiré pour défaut de points, pour s'il a été suspendu, s'il a été annulé, notamment à la suite de contrôles d'alcoolémie ou de stupéfiants.
Et on demande également, c'est la loi qui le prévoit, à l'assureur d'indiquer le tarif qui devrait être appliqué s'il n'avait pas refusé le risque. Mais le bureau est libre d'apprécier de toute façon et de fixer le montant de la prime, moyennant laquelle l'assureur sera obligé de conclure le contrat. Alors le bureau, c'est un organisme paritaire avec des représentants des assujettis à l'obligation d'assurance et puis des représentants des assureurs de façon très paritaire avec un président qui est une personnalité indépendante. Alors la décision est ensuite notifiée à l'assureur et au candidat à l'assurance, et celui-ci dispose d'un délai de 2 mois pour demander à l'assureur d'établir le contrat. Il n'est pas obligé de le demander finalement. S'il a trouvé un autre assureur qui lui plaît mieux, bien, il ira s'assurer ailleurs. Mais au moins, grâce à l'intervention du BCT, notre assujetti a la possibilité de s'assurer. Vous voyez, c'est tout simple. Vous êtes dans la difficulté, peut-être parce que vous avez eu un grave sinistre en matière automobile et puis vous avez trop bu à la suite d'une soirée bien arrosée. Ou là, ça va être difficile de vous assurer. Les assureurs vont avoir du mal à souscrire spontanément le contrat que vous leur proposez. Eh bien, le BCT est là. C'est un formidable moyen, très simple, sans frais, de parvenir à souscrire un contrat d'assurance obligatoire après un refus d'un ou plusieurs assureurs. Très bien, merci beaucoup. Donc je comprends effectivement qu'on a des assurances obligatoires, mais on a aussi le moyen de s'assurer, même en cas de difficulté, de s'assurer, grâce à ce BCT. Alors juste une petite incise rapidement, je voulais demander à M. Penet, je voulais lui parler des EDPM, vous savez, ces engins de déplacement personnel à moteur, et juste en quelques mots nous en dire 2 mots, parce que je crois que nos concitoyens n'ont pas toujours conscience des risques qu'il peut prendre. Alors, c'est quoi un EDPM? C'est par exemple une trottinette électrique. Oui, les EDPM, ce sont ces engins qui fleurissent dans toutes les villes. Alors, on a des trottinettes, on a des gyropodes, on a des overboards, on a des monoroues. Enfin, on a à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Ce sont donc des engins qui circulent par leur propre force motrice, c'est-à-dire des engins qui n'ont pas besoin d'énergie humaine pour circuler. À partir de là, ils remplissent les conditions pour être soumis à l'obligation d'assurance. L'histoire de ces engins est quand même assez spéciale parce qu'ils ont explosé, je crois, dans nos villes à partir des années 2017-2018 par là. Et pendant un moment, ces engins n'avaient pas de statut, c'est-à-dire qu'ils ne figuraient pas dans le code de la route. Et en fait, ils n'avaient pas le droit, théoriquement, de circuler sur la voie publique, et pourtant on en voyait plein. Heureusement, fin 2019, je crois, il y a eu une réglementation qui est venue remettre un peu d'ordre dans tout ça, qui a fixé le cadre légal et qui a rappelé que ces engins-là étaient soumis à une obligation d'assurance, exactement comme des véhicules 4 roues, comme des motos, comme des scooters, dans la mesure où ils, encore une fois, correspondaient à la définition du véhicule terrestre automoteur, comme on les appelle. Et malheureusement, c'est une information qui n'est pas suffisamment connue des usagers. Alors, il y a ceux qui louent ces véhicules, et il faut savoir que les loueurs, dans ces cas-là, souscrivent des contrats d'assurance pour le compte des locataires. Donc en général, quand vous louez, c'est pas en général, c'est systématiquement maintenant, parce qu'on peut dire que les loueurs sont très 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 vigilants sur ce point-là. Quand vous louez ces véhicules-là, vous êtes automatiquement assuré. Mais pour les propriétaires de ce type d'engin, il faut leur rappeler que l'assurance est obligatoire. Il existe aujourd'hui une offre d'assurance. Tous les assureurs proposent des assurances pour cela. Et je crois malheureusement que le fonds de garantie a quelques cas, malheureusement, qui stigmatisent le fait qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas assurés. D'accord, donc si je m'achète une trottinette électrique, je dois m'assurer, c'est important, pour pouvoir être protégé. Alors on a parlé d'assurance obligatoire, notamment l'assurance automobile, mais finalement, qu'est-ce qui se passe si on ne souscrit pas d'assurance de contrat obligatoire? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que la réglementation prévoit quelque chose? Donc là, je m'adresse à vous, Pierre Grégoire. S'il n'y avait pas de sanctions, l'assurance ne serait pas obligatoire. Le principe même de l'obligation d'assurance, c'est que cette obligation, en cas de manquement, est sanctionnée. Et elle est sanctionnée pénalement. C'est-à-dire que si vous ne souscrivez pas, par exemple, l'assurance automobile obligatoire, eh bien, vous risquez une amende qui peut aller jusqu'à 3 750 €. Donc ce n'est pas rien. Alors cela étant,
il y a depuis quelques années effectivement un régime qui est un peu plus nuancé, si j'ose dire, c'est-à-dire que sous certaines conditions, et notamment si vous commettez pour la première fois cette infraction, alors vous écoperez uniquement d'une amende forfaitaire. Mais attention, quand je dis uniquement d'une amende forfaitaire, c'est quand même, lorsque vous êtes un particulier, et sauf erreur de ma part, 300 €. Je me tourne vers ma voisine. J'ai une anti-sèche, hein, mais... 700 € selon moi. Non, c'est 700 €. Ah oui, vous voyez, donc j'étais très loin de compte. Donc, c'est dire qu'en tout cas, il est vraiment nettement préférable de souscrire une assurance, et je le dis d'autant plus après l'exemple qui vient d'être donné de tous ces nouveaux engins, où effectivement, on a l'impression qu'on échappe, on est dispensé de cette obligation d'assurance, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, outre évidemment les conséquences dramatiques qu'il pourrait y avoir, et on va y revenir, en cas d'accident, il y a aussi, et indépendamment de l'accident, le simple fait qu'on est passible d'une amende qui peut être très lourde, y compris lorsque son montant est forfaitaire et qu'il varie. Alors je le disais, pour évoquer les particuliers, le montant est bien plus élevé lorsque vous êtes une personne morale, donc on va dire une entreprise en général. Et puis il y a également, bien entendu, en cas de délai, en fonction du délai dans lequel vous réglez cette amende, des majorations. Donc tout cela fait qu'au bout du compte, le montant peut être très élevé. Très bien, merci beaucoup. Alors, au-delà de la sanction donc pour défaut d'assurance, que se passe-t-il en cas de sinistre ou d'accident? Et quelles sont les conséquences pour le responsable et sa victime? Donc là, je me tourne vers vous, Héloïse, du FGAO. Si vous pouviez oui, effectivement, nous expliquer, puisque Pierre-Grégoire Marly a évoqué les sanctions pénales qui sont déjà effectivement pas neutres en cas de contrôle révélant un manquement à l'obligation d'assurance. Et effectivement, en cas de récidive, on atteint rapidement 3 750 €, plus risque annexe de confiscation du véhicule, de retrait du permis de conduire et de difficultés à s'assurer par la suite. Mais en cas d'accident occasionnant des dommages, Stéphane Penet l'évoquait, des dommages à un tiers, à une autre personne, dans ce cas, effectivement, le conducteur ne bénéficiera pas de la couverture assurantielle de l'assureur pour indemniser les préjudices de sa victime, auquel cas, le fonds de garantie, donc le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, agira en lieu et place de l'assureur inexistant pour indemniser la victime et se retournera ensuite contre l'auteur non assuré pour lui réclamer les sommes versées à la victime, sommes qui, comme le rappelait Stéphane Penet, peuvent atteindre rapidement, en cas de dommages corporels, des milliers, voire des millions d'euros. J'y reviendrai. Donc le FGAO exerce cette mission depuis 70 ans. Depuis la fin de l'année dernière, ça fait 70 ans. L'année dernière, ça a concerné près de 28 000 victimes qui ont été prises en charge par les équipes du fonds, victimes donc de conducteurs en défaut d'assurance. Et 106 millions d'euros d'indemnités ont été versés aux victimes. Alors d'où vient cet argent? Je fais une petite aparté importante quand même. Donc le fonds est financé par la collectivité des assurés et des assureurs. C'est pour ça que nous agissons au nom donc de la solidarité nationale et que nous exerçons une mission de service public. Et ce sont plus de 350 collaborateurs qui sont donc mobilisés à ce titre. Donc 106 millions d'euros, voilà un chiffre qui doit quand même interpeller, je pense, votre auditoire. Pourquoi? Parce que l'indemnisation d'une victime repose en France, en fait, sur le principe de la réparation intégrale des atteintes à la personne. C'est-à-dire que nous prenons en charge l'intégralité de ses préjudices personnels et de ses préjudices économiques. C'est pour ça que j'ai trois vrais exemples de vraies situations instruites par les équipes du Fonds de garantie récemment, qui, je pense, seront très parlantes. Alors, je vais vous parler de Mélina et Raphaël. C'est un jeune couple. Ils se sont rencontrés à la fac. Ils entrent dans la vie active avec des salaires au départ modestes. Ils louent un appartement, achètent une voiture et puis voilà, découvrent d'ailleurs, à l'occasion de l'achat de leur voiture, souscrivent parce que c'est obligatoire une assurance, s'acquittent de leur prime, reçoivent la carte verte, un premier mois, un deuxième mois, un troisième mois, et puis le coût de la vie les rattrape, le loyer, les charges, le prêt étudiant toujours en cours, le crédit auto, le carburant, c'est que ça coûte cher. Tout à fait. Et puis, ils décident de faire l'impasse sur les primes d'assurance. Et puis, quelques mois plus tard, Raphaël percute un motard.
blessé à la jambe et au pied avec fracture, 6 mois de rééducation. Et donc le FGAO intervient puisque l'assurance de Raphaël et Mélina a été résiliée faute de paiement. Et nous indemnisons la victime. Alors j'ai listé parce que je pense que c'est vraiment important de comprendre ce que le mot indemnisation veut dire et les fameux frais qui peuvent mener à la faillite qu'évoquait Stéphane Penet. 6 000 € pour les souffrances endurées, 16 000 € de frais médicaux, près de 17 000 € d'aide humaine, plus de 17 000 € de perte de revenus, donc pour le fameux motard, 12 500 € de perte d'agrément, 6 000 € de gêne partielle, 2 500 € de préjudice esthétique, 9 000 € d'invalidité, 7 000 € d'incidence professionnelle. Au total, 93 840 €. Et donc, pour ne pas avoir, ou pour avoir fait le choix de ne pas s'acquitter de près de 100 € par mois, eh ben, ils vont devoir rembourser au FGAO 340 € par mois pendant 23 ans. Voilà le calcul. Deuxième exemple récent qui va rebondir sur le sujet des EDPM, effectivement. Isabelle, conductrice parisienne de trottinette électrique, a coupé la route à une autre conductrice de trottinette électrique qui pourtant portait un casque, mais elle a été projetée à quelques mètres, sa tête a heurté le sol sans qu'elle perde connaissance. Elle a été évidemment transportée aux urgences. Résultat, traumatisme frontal, trauma à l'épaule, au genou, au poignet, fractures diverses. L'assureur de sa multirisque habitation, où elle a donc une responsabilité civile, n'a pas indemnisé la victime ou a refusé, puisqu'effectivement, il ne couvre pas l'assurance des trottinettes électriques qui sont des véhicules terrestres à moteur et donc qui doivent être assurés à ce titre. Donc le FGAO a pris en charge la victime d'Isabelle, 20 000 € de déficit fonctionnel permanent, 8 000 € de souffrance endurée, près de 5 000 € d'aide humaine, 624 € de gêne temporaire totale et partielle, préjudice esthétique, 15 000 € d'incidence professionnelle. Pour un accident entre deux trottinettes à Paris, nous sommes à 52 382 €, que donc Isabelle devra rembourser au fonds de garantie, en fonction de ses capacités et pendant certainement des années. Et donc, je parlais de milliers et de millions d'euros, parce que là, ce sont des préjudices corporels, certes, mais nous ne sommes pas encore à l'échelle de ce que l'on appelle le préjudice corporel grave. Et j'ai rencontré Frédéric il y a peu, et Frédéric, lui, a été laissé gisant sur la route au petit matin sur une départementale dans la Manche par un chauffard qui ne s'est pas arrêté, qui a fait donc ce que l'on appelle un délit de fuite. Et il a fait 9 jours de coma, et c'est un jeune plombier de 28 ans, père de 2 enfants dont un bébé de 2 mois, et il est désormais tétraplégique. Il a fait 1 mois de réanimation, 5 mois de soins intensifs, 11 mois de rééducation, et le total de ses préjudices personnels et économiques s'est élevé à 1,9 million d'euros. Donc oui, un accident, même si on conduit tous très très bien, ça peut arriver à tout le monde et ça peut être très grave. Donc, d'où je pense que ça recoupe bien notre sujet. Voilà, en tout cas, c'est la mission du fonds. Complètement. Très bien. Alors, bon, donc, il y a des assurances obligatoires. Vous me permettez de rebondir? Bien sûr, professeur, bien sûr, je vous en prie. Oui, ce qui vient d'être dit est passionnant, et on peut même ajouter quelque chose. C'est une caractéristique du droit français, de la responsabilité civile automobile en particulier, c'est que ce droit tient compte normalement de l'assurance qui doit avoir été souscrite. Mais imaginez que vous êtes au volant de cette trottinette électrique ou au guidon de cette trottinette qui vous a été prêtée par votre cousin, et vous ne savez même pas si elle est assurée ou pas. Mais bon, vous êtes très prudent, vous allez doucement, vous arrêtez au feu rouge, vous ne commettez aucune faute. Et voilà que malheureusement, un piéton traverse de façon impromptue en téléphonant, il ne regarde rien, et vous renversez le piéton, sa tête heurte le trottoir. Eh bien, qui est responsable? C'est vous. Alors, vous n'avez commis aucune faute. Eh bien, c'est la loi qui veut ça, parce que vous êtes assuré. Oui, mais celui qui n'est pas assuré, eh bien, tant pis pour lui. Et c'est donc c'est extrêmement lourd, et je crois qu'il est extrêmement important de souscrire ce contrat. D'accord, très bien, merci. Alors, bon, donc il y a des assurances obligatoires. On a compris qu'il y avait donc, il y a un système de sanctions par rapport si on n'est pas assuré.
on a un fonds de garantie qui va indemniser les victimes, mais qui se retournera contre les responsables de ces accidents, on peut le dire, hein, mais qui ne sont pas assurés. Mais alors, du coup, je pense qu'il est très important qu'on puisse informer le grand public sur l'importance de ces assurances obligatoires et quelles sont les actions qui sont réalisées pour encourager la souscription. Là, je me tourne vers vous, Monsieur Penet, et ensuite vers Héloïse Le Goff. Voilà. Est-ce qu'on fait de la prévention, de l'information ? Oui, bien sûr, on fait de la prévention et on fait de la sensibilisation sur ce sujet. Et puis, on essaye aussi et là je vais parler plutôt du versant sanction plus que prévention, parce qu'il faut aussi bien contrôler ces assurances. Il faut s'assurer que les véhicules sont effectivement bien assurés. Or, aujourd'hui, et jusqu'il y a encore quelques années, la seule façon qu'avaient les forces de l'ordre de vérifier qu'un véhicule était correctement assuré, c'est cette petite vignette que l'on met sur son pare-brise, vous savez, et qui permet, lorsque vous êtes stationné, de vérifier si effectivement le véhicule est bien assuré. Après, on peut présenter son attestation d'assurance si jamais on est en contrôle bord de route, mais si le véhicule est stationné quelque part, la façon visuelle de voir si oui ou non il est assuré, c'est cette petite vignette. Or, cette petite vignette, elle est quand même fragile. Je veux dire, c'est du papier. Alors, évidemment, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits autour de la délivrance de ces vignettes et de ces certificats d'assurance. Mais il nous a semblé qu'il y avait quand même des moyens plus modernes de contrôler la bonne assurance des véhicules. Et c'est pourquoi nous avons, il y a quelques années de cela, avec le ministère de l'Intérieur, avec le fonds de garantie d'ailleurs, puisque nous avons travaillé avec eux sur le sujet, décidé de créer un fichier des véhicules assurés. Un fichier des véhicules assurés, alors c'est un investissement qui a été lourd pour les assureurs, parce qu'il a nécessité de regrouper les 35 millions ou 40 millions de véhicules qui sont aujourd'hui assurés, et surtout il va falloir maintenir en permanence actif ce fichier, c'est-à-dire que dès qu'il y a un véhicule qui sort, il faut que l'assureur correspondant le fasse sortir du fichier, et dès qu'il y a un nouveau qui rentre, il faut évidemment le saisir. Donc à la fois c'est un investissement important en matière informatique et technologique, mais c'est aussi un investissement important dans les processus des assureurs au moment de l'entrée et des sorties des contrats. Mais néanmoins, les assureurs ont décidé de le faire parce qu'ils considéraient que c'était un outil extrêmement utile pour mettre à la disposition des forces de l'ordre, qui peuvent ainsi, comme ils le font aujourd'hui pour les permis de conduire, puisqu'aujourd'hui, pour vérifier le permis de conduire, il y a un fichier des permis de conduire, ce qui fait que, indépendamment du papier, on peut aller vérifier si effectivement ce permis de conduire est bien enregistré et bien valable. Eh bien, il existe maintenant un fichier des véhicules assurés qui est opérationnel et qui va pouvoir petit à petit être de plus en plus utilisé par les forces de l'ordre pour pouvoir, je dirais, mieux contrôler les systèmes d'assurance, parce qu'il est vrai que nous avions en France un système qui était peut-être moins, je dirais, moins exigeant, moins fiable en matière de contrôle que pouvaient l'avoir nos voisins européens qui, eux, depuis déjà pas mal d'années, disposaient de ce fichier. Donc ça, c'est une contribution importante à la non-assurance, parce qu'elle permet aujourd'hui de donner un signal, une information à tout le monde qu'il va être de plus en plus difficile de rouler sans assurance en France. D'accord, très bien. Et alors, du côté du FGAO, est-ce que vous avez des actions de prévention ? Donc oui, effectivement, ce fichier des véhicules assurés met fin en quelque sorte un peu à la logique du pas vu, pas pris. Tout à fait. Donc, alors j'avais une slide, je ne sais pas si on peut la diffuser ça permet juste d'habiller le propos. Mais sinon, même sans la slide. Donc, ce fichier des véhicules assurés, donc nous on mène des actions de prévention régulières, donc sur l'obligation, pour informer en tout cas les citoyens de l'obligation d'assurance automobile, notamment par le biais de posts réguliers sur les réseaux sociaux. Nous éditons tous les ans un baromètre annuel de la non-assurance routière, en tout cas depuis l'année 2018, chaque année, qui permet de justement suivre l'évolution du phénomène et qui du coup est un point d'appui pour la médiatisation du sujet et qui remporte un assez franc succès médiatique, et tant mieux, puisqu'on a besoin des médias aussi pour relayer cette information. Le fichier des véhicules assurés nous permet, depuis 2 ans, de pouvoir avoir une communication vraiment ciblée.
puisque nous avons envoyé plus de 93 000 courriers co-signés avec la déléguée à la sécurité routière et mon directeur général aux conducteurs, hein, qui sont flashés et dont le véhicule, justement, ne figure pas dans le fichier des véhicules assurés. Alors, c'est un courrier de prévention qui rappelle les risques pénaux que nous avons évoqués en amont de la conférence et qui encourage les personnes concernées à régulariser leur situation. Et enfin, nous avons également lancé l'an dernier une campagne de communication qui est diffusée sur les réseaux sociaux, mais c'est un film, hein, qui relate, comme je viens de l'évoquer, une histoire vraie qui a été prise en charge au fond. Donc, c'est l'histoire de Marc qui, aujourd'hui, nous doit 300 € par mois, et ce pendant 50 ans, parce qu'il a renversé un motard et qu'il n'était pas assuré. Donc, c'était vraiment un film de sensibilisation. Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, est-ce que le BCT, professeur Leveneur, a aussi des actions de prévention ou de communication par rapport aux assurances obligatoires? Alors, remettez votre micro. Chaque fois que le BCT est sollicité par des organes de presse sur les assurances obligatoires, bien entendu, il répond. Hein, il le fait souvent en matière automobile, également au sujet de l'assurance dite habitation, qui est relativement récente. Bien sûr, nous sommes présents, nous essayons de bien montrer, rappeler l'existence de l'obligation de s'assurer, et puis d'indiquer le moyen de satisfaire à cette obligation lorsque parfois on a quelques difficultés. Alors, par ailleurs, le BCT exerce une fonction un peu pédagogique, spécialement au sujet de l'assurance automobile. Et là, une action pédagogique auprès des conducteurs. Ceux qui ont des difficultés à s'assurer, ce sont peut-être ceux qui ont eu des comportements routiers à la limite. Hein. Et bien là, nous avons dans la tarification, c'est d'ailleurs la loi qui le prévoit, mais des systèmes d'aggravation de primes en fonction de certains événements passés, spécialement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou bien sous l'empire de stupéfiants. Là, ça va aggraver le montant de la prime pour faire comprendre aux conducteurs que, bon, si leur prime s'élève, c'est parce que ça tient à eux. Hein. Il faut absolument qu'ils s'améliorent pour faire courir moins de risques à l'égard des tiers. Ça, nous tenons beaucoup à avoir cette dimension pédagogique dans nos décisions à destination des candidats à l'assurance. Très bien. Merci. Alors, je voudrais évoquer un point maintenant avec vous, parce que on est dans un monde aujourd'hui qui se numérise à grande vitesse, et donc c'est une digitalisation à tout crin. Donc il y a beaucoup d'évolutions positives, hein, la digitalisation, puisque pour les assurés notamment, on simplifie les processus, l'accessibilité, on a des applications, les assurés maintenant font des applications mobiles qui permettent d'avoir accès à ces contrats et à ces assurances. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette digitalisation, on va dire un cyber-risque pour le consommateur, et notamment je pensais à la souscription à distance. Là je me tourne vers vous, Pierre Grégoire, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors il est vrai que ce que l'on appelle le parcours de souscription est plutôt fluidifié, donc facilité par la digitalisation, mais dans le même temps, forcément, cette digitalisation, elle est aussi facteur de risque pour le souscripteur potentiel, celui qu'on appelle le candidat à l'assurance, sachant néanmoins que, par réformes successives, les règles protectrices de ce candidat à l'assurance se sont multipliées, avec, il est vrai, plus ou moins de bonheur, mais quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui un arsenal de mesures qui permettent de protéger le consentement du candidat à l'assurance au contrat qui lui est proposé. Alors, qui lui est proposé par qui? Je pense qu'il y a une première précision peut-être à apporter, que beaucoup ignorent. Il y a bien sûr les assureurs qui commercialisent eux-mêmes leurs propres contrats et donc que l'on va souscrire directement auprès d'eux. L'assureur étant par définition celui qui va couvrir donc le risque proposé. Mais fréquemment, le contrat d'assurance est proposé, que ce soit en présentiel ou à distance, par ce que l'on appelle un intermédiaire d'assurance, c'est-à-dire un professionnel qui peut être un courtier, qui peut être un agent général, qui peut être un mandataire d'assurance ou encore un mandataire d'intermédiaire d'assurance, bref, un professionnel de la distribution qui n'est donc pas un assureur et dont le métier est bien, comme son nom l'indique, de commercialiser, donc de distribuer un contrat. Mais dans tous les cas, ce que vous devez savoir, c'est que ces professionnels ont ce que l'on appelle
un devoir de conseil. Alors c'est un devoir parce qu'il y a une connotation morale, mais bien plus qu'un devoir, en réalité, c'est une véritable obligation, une obligation légale qui est assise sur des textes dédiés aux assurances. Et en vertu de ce devoir ou de cette obligation de conseil, il faut savoir que votre interlocuteur, là encore, même si vous ne le voyez pas puisque vous êtes sur un parcours digitalisé, doit recueillir vos besoins, vos exigences, et pour le dire autrement, les données constitutives de votre profil, afin de pouvoir vous proposer à tout le moins un contrat d'assurance qui soit cohérent avec ce profil, voir si d'aventure cet intermédiaire se vante, entre guillemets, de proposer un service de recommandation personnalisée, un contrat qui soit adapté à ce profil. Donc ça, c'est très important de savoir que vous devez être éclairé dans votre démarche de souscription. C'est une obligation pour le professionnel. Ça n'est pas seulement un slogan publicitaire, puisqu'effectivement, on a beaucoup d'assureurs ou de banques assureurs. Les banques assureurs étant, là aussi je le précise, ni plus ni moins que des banques dont le métier c'est pas de faire de l'assurance. Elles n'en ont pas la possibilité, les banques. Elles ne sont jamais assureurs, mais elles peuvent être intermédiaires d'assurance, et elles le sont d'ailleurs systématiquement aujourd'hui. Et donc lorsque on a dans certains slogans publicitaires cet argument selon lequel on est là pour vous conseiller, en réalité c'est pas un choix, je dirais ce n'est pas une faveur que vous fait ce professionnel, c'est une obligation que la loi lui impose. Donc un devoir de conseil. Par ailleurs, des documents d'information, on parle de formalisme informatif qui doit vous être fourni avant la souscription, là encore pour éclairer votre consentement. Donc tout cela est déjà, je dirais, une première phase qui est protectrice de votre consentement. Et puis pour savoir à qui vous avez affaire, surtout lorsque vous êtes dans un processus de souscription à distance, il est important d'aller vérifier aussi bien, la personne qui, entre guillemets, se cache derrière un site internet, derrière une application. Et donc, bien sûr, lorsque c'est un assureur et que vous connaissez le nom, vous pouvez, sauf évidemment escroquerie, faire confiance à la personne que vous avez en face de vous, derrière l'écran. Mais lorsque c'est un intermédiaire, il est possible que vous ne connaissiez pas le professionnel qui vient vous solliciter ou que vous sollicitez. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a un registre sur lequel les professionnels de la distribution d'assurance, ces fameux intermédiaires que j'évoquais, doivent obligatoirement être inscrits. Ce registre, il est tenu par un organisme qui s'appelle l'ORIAS, O-R-I-A-S, et sur le site internet de l'ORIAS, vous avez la possibilité de consulter le numéro d'immatriculation et surtout l'existence de cet intermédiaire. Et au-delà de l'existence, c'est aussi d'avoir la garantie que si cet intermédiaire est bien inscrit sur le registre de l'ORIAS, cela signifie en amont qu'il a rempli des conditions de capacité professionnelle notamment, mais aussi de capacité financière. Donc tout cela est évidemment un gage de garantie. Et puis, il y aurait évidemment beaucoup à dire sur le parcours de souscription à distance, notamment par voie électronique, où s'ajoutent à ce que je viens de dire des dispositions tout à fait particulières et spécifiques. Et en dernier lieu, je citerai quand même, je dis en dernier lieu par rapport à la chronologie de la réglementation, il y a eu très récemment une loi qui est venue apporter des dispositions particulières en matière de démarchage téléphonique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes là aussi en tant que prospect très protégé, puisqu'il n'est plus possible de vous faire souscrire une assurance en un temps, c'est-à-dire à l'occasion d'un seul entretien téléphonique. Le processus est volontairement plus complexe. Non seulement il va falloir vous laisser un temps de réflexion, et si au bout de ce temps de réflexion, vous avez le souhait de souscrire l'assurance qui vous est proposée, vous le pouvez, mais vous devez obligatoirement, pour marquer votre consentement, signer le contrat que vous avez souscrit. Très bien, merci. Alors je crois qu'on a énormément de questions. Je crois que notre thématique passionne les internautes. Et je vais passer la parole à Stéphanie, si vous voulez bien, qui va nous poser quelques questions et on va essayer d'y répondre ensemble. Alors je confirme, Charles, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de les classer en plusieurs catégories. La première, c'est des demandes de clarification sur des cas pratiques. La deuxième, c'est des questions au regard du défaut d'assurance. Et la troisième, c'est des questions sur des tarifs. Donc, première, sur les demandes de clarification. Alors, l'assurance pour une bicyclette n'est pas obligatoire, car elle est incluse dans l'assurance responsabilité civile de l'habitation. Mais certaines personnes peuvent ne pas avoir d'assurance d'habitation.
je comprends qu'ils doivent loger chez quelqu'un, et peuvent avoir usage d'un vélo. Dans ces cas spécifiques, que doivent faire ces personnes? Donc, première demande de clarification. Deuxième, est-ce que les vélos à assistance électrique sont également concernés par l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur? Et dernière demande de clarification, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Sa voiture a été noyée suite à une inondation. Il est assuré au tiers. Il dit que son assureur refuse de l'indemniser et il ne comprend pas parce qu'il dit qu'il n'est pas responsable de l'inondation. Alors moi, je veux bien répondre sur les vélos. Sur les vélos, alors. C'est un sujet qui les a régulièrement posé. Alors les vélos, vous l'avez très bien prononcé, assistance électrique. Donc le mot magique a été prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas automoteurs, comme expliquait Stéphane Penet par rapport à une trottinette électrique qui avance toute seule, en fait, si je puis dire. Le vélo à assistance électrique a besoin de la motricité humaine pour rouler, auquel cas, donc, il est assimilé d'un point de vue assurantiel à un vélo standard, et en tout cas, il n'est pas soumis à l'obligation d'assurance. Toutefois, il existe aujourd'hui des vélos 100% électriques. Donc ça complexifie le sujet, mais là pour le coup, ça devient des EDPM et ils remplissent les conditions de l'obligation d'assurance. Très bien. Sur les vélos, l'assurance des vélos, effectivement, un vélo donc n'est pas soumis à l'obligation d'assurance dès lors qu'il est à traction humaine, il n'est pas automoteur. Donc, de deux choses l'une, soit vous voulez assurer votre vélo contre le vol, contre la casse, etc. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre une assurance spécifique, ça existe. Pour ce qui est de votre responsabilité, c'est votre responsabilité générale, ce qu'on appelle votre responsabilité de personne qui jouera en cas d'accident. Et cette responsabilité-là, soit vous la souscrivez via votre contrat habitation, et en général elle est systématiquement incluse dans les contrats habitation, soit si vous n'avez pas, mais en général systématiquement les gens dans leur contrat habitation. Ça n'est pas une responsabilité spécialement dédiée au vélo, c'est votre responsabilité de personne qui va jouer tout simplement lorsque vous aurez un accident de vélo, de la même façon que lorsque vous bousculez quelqu'un dans la rue ou lorsque vous pouvez avoir un geste malheureux qui crée un préjudice à autrui. Donc systématiquement, la responsabilité est couverte par le contrat habitation. Après, les garanties spécifiques, vol et autres, là, doivent faire l'objet d'un contrat spécifique vélo. Alors là, je comprends que la personne n'a pas d'assurance responsabilité civile, n'a pas d'assurance habitation dans la question qui m'est posée, donc elle doit loger chez quelqu'un. C'est un cas particulier. Et n'a pas d'assurance. Voilà. Alors dans ces cas-là, il faut qu'elle ait une assurance qui couvre sa responsabilité générale. Tout à fait. Merci. Alors pour ce qui est du coup peut-être juste intervenir sur le troisième cas. Je vous en prie. Donc effectivement le véhicule qui se retrouve inondé alors qu'il n'est assuré qu'au tiers. Précisément, il n'est assuré qu'au tiers et la personne n'est pas responsable. Il eût fallu qu'elle soit responsable pour que justement l'assurance intervienne, et encore responsable sous certaines conditions et vis-à-vis d'autres, pas dans ces conditions-là. Donc non, c'est tout à fait normal, a priori, que bien entendu, s'il n'est assuré qu'au tiers, l'assureur n'intervienne pas pour indemniser cette personne. D'accord. Alors, si je peux ajouter quelque chose là. Bien sûr, professeur, oui, je vous en prie. Oui, sur la catastrophe naturelle, l'auditeur, enfin la personne, l'internaute ici dit « mais moi je ne suis pas responsable de la catastrophe naturelle ». Oui, il a tout à fait raison, il n'en est pas responsable. Mais personne n'en est responsable. C'est pourquoi c'est une catastrophe naturelle d'ailleurs. Et là, on ne peut pas avoir d'action contre quelqu'un en responsabilité. Mais ce qu'on peut avoir, c'est l'assurance des catastrophes naturelles, qui est une assurance qui va pouvoir se greffer sur un contrat portant relatif aux dommages du véhicule. Si on s'est assuré non pas seulement au tiers, comme on dit parfois, donc pour sa propre responsabilité civile, mais pour couvrir d'autres risques, par exemple l'incendie du véhicule ou le vol du véhicule, alors dans ce cas-là, nécessairement, il y aura la couverture catastrophe naturelle qui viendra jouer. Et donc si ce monsieur n'a pas pu bénéficier de cette garantie-là, c'est parce qu'il avait souscrit seulement un contrat très limité, le contrat de la pure assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, donc dite au tiers. Bon, donc, mais il peut être intéressant quand même de songer à bénéficier de la garantie catastrophe naturelle avec une assurance incendie du véhicule, en plus. Je précise que globalement et statistiquement, sur l'ensemble du parc français, les 2/3 des véhicules sont aujourd'hui assurés en tout risque et un tiers simplement en responsabilité civile au tiers. Donc, effectivement, il faut être assuré en dommages pour pouvoir bénéficier de la garantie catastrophe naturelle. D'où l'importance de bien choisir ces contrats d'assurance. Alors, Stéphanie. 2 questions au regard du défaut d'assurance. Est-ce que je peux être verbalisé par la police si je conduis une trottinette sans assurance ?
électrique, hein, je comprends de la question. Et 2, si je cause un accident sans être assuré, le fonds se retourne contre moi. Que se passe-t-il si ma capacité financière est insuffisante pour payer la somme réclamée, même étalée? Puis-je déposer un dossier de surendettement? Alors oui, vous pouvez être verbalisé puisque l'assurance de la trottinette électrique est obligatoire et que donc vous êtes donc en délit de ne pas être assuré en cas de contrôle. Alors après, je ne peux pas parler au nom du ministère de l'Intérieur. Il faudrait les interroger. Et le deuxième point... Si la capacité financière La de capacité personne, financière, oui, évidemment. Donc, ça justifie l'existence même du fonds de garantie, puisqu'effectivement, nous sommes parfois en proie à l'insolvabilité des auteurs dans le cadre d'exercice de notre recours. Et donc, en fait, nous essayons évidemment d'être au mieux arrangeants. Nous étalons effectivement les dettes dans le cadre d'échéanciers, d'où le cas que je vous ai présenté avec une dette étalée sur 23 ans et parfois 50 ans et plus. Il faut savoir aussi que la dette est transmissible aux héritiers. Ah oui, c'est important. D'accord, merci. Donc effectivement, reprenons le cas de figure de cette victime qui s'appelle Frédéric et dont les dommages se sont élevés à près de 2 millions d'euros. Il va de soi que vous n'aurez parfois pas assez de toute une vie pour rembourser le fonds de garantie des victimes, donc la dette est transmissible. D'accord. Peut-être une dernière question, Stéphanie? Question sur les tarifs d'assurance. Alors, pourquoi ma cotisation d'assurance augmente alors que j'ai un bonus de 50% depuis des années? Est-ce que le BCT peut me proposer un tarif moins élevé que celui proposé par mon propre assureur? Alors, je vais d'abord répondre. Je ne pense pas que le BCT puisse proposer des tarifs meilleurs que les assureurs, puisque le BCT, par définition, reçoit généralement des profils de risques qui sont plutôt des risques dont n'ont pas voulu les assureurs dans un premier temps, donc plutôt ce qu'on peut appeler des risques un peu aggravés avec Maintenant, sur la politique tarifaire des assureurs, le marché de l'assurance automobile en France est très concurrentiel. Il est parmi les plus compétitifs et les plus concurrentiels d'Europe. Et lorsque l'on regarde le prix moyen de l'assurance automobile en France, on s'aperçoit qu'on est parmi les plus bas en matière européenne. Donc je pense que ça, c'est une chance. L'assurance automobile est considérée par les assureurs, dans beaucoup de cas, comme un produit d'appel. Et donc, ils font énormément d'efforts pour être le plus compétitif et le plus attractif possible auprès de leurs assurés ou des prospects. Et donc, nous avons une assurance qui n'est pas chère. Alors maintenant, il peut y avoir des augmentations tarifaires qui peuvent intervenir. Alors moi, je ne peux pas ici commenter la politique tarifaire de chacun des assureurs. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la concurrence et que bien évidemment, si un assuré estime qu'il y a un prix qui est trop élevé ou des évolutions de tarifs qui sont trop élevées, il trouvera toujours un assureur qui pourra lui proposer quelque chose de peut-être plus compétitif. Mais il ne m'appartient pas, je dirais, en tant que représentant de France Assureur, de juger de la politique tarifaire de l'ensemble des adhérents de la fédération. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive. Oui, professeur, je vous en prie. Oui, sur le BCT, le rôle du Bureau central de tarification n'est pas du tout de réguler de façon générale tous les tarifs. Bon, c'est la liberté des prix. Chaque assureur pratique les prix qu'il entend, mais c'est vrai que c'est très concurrentiel en France. Alors, il faut aussi répondre à cette personne qu'on ne peut adresser son dossier au Bureau central de tarification que si on a reçu un refus de la part d'un assureur. En revanche, si on a une proposition de tarif, on va souscrire avec cet assureur-là. D'accord. Mais en cas de refus, alors là, le BCT, lui, dispose d'un grand pouvoir d'appréciation et il va fixer la prime en fonction de tout ce qu'il sait. Bon. D'accord. Mais il ne sera pas lié par ce que dira éventuellement un assureur. Il arrive parfois qu'une décision du bureau fixe une prime à un montant un peu moins élevé que ce qui avait pu être envisagé peut-être par un assureur. Mais... Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de notre table ronde. Alors, merci infiniment pour cet échange, ce débat très très intéressant. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'assurance garde toujours un peu une part de mystère, un petit peu pour nos concitoyens. Vous l'avez dit, Pierre Grégoire. Et finalement, moi, ce que je comprends, c'est que les assurances obligatoires, c'est un élément important du vivre ensemble.
hein. Je pense que quand on s'assure, on pense à soi, mais on pense aussi à son entourage, on pense aux autres. Et ça, je pense que c'est très important. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 3 domaines principaux d'assurance obligatoire, l'assurance habitation, l'assurance automobile, et puis la garantie dommage-ouvrage. Que les personnes qui ne respectent pas ces obligations s'exposent à de lourdes conséquences pécuniaires et pénales, qu'il existe des organismes destinés à pallier ces situations, tant du côté des personnes qui ont des difficultés à s'assurer, le BCT, que du côté des victimes, le FGAO, que certains nouveaux usages nécessitent absolument des contrats d'assurance, je pense particulièrement aux vélos et aux trottinettes électriques, et enfin que s'assurer, c'est un acte citoyen qui est destiné à se protéger et à protéger les autres, et notamment ses proches. Donc merci infiniment à tous les participants à cette table ronde passionnante et à tous les internautes qui nous ont suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Mais je vais passer la parole à Stéphanie Lange-Gaumont qui va conclure la semaine de l'éducation financière. Bonsoir. Bonsoir et merci. Nous arrivons au terme de cet après-midi. C'est le moment de se dire au revoir, mais avant de se dire merci. Donc merci aux élèves engagés dans le prix de l'excellence économique en série STMG. On s'est régalé avec eux. On a eu une belle cérémonie. Merci aux enseignants qui les ont préparés, qui les ont accompagnés. Nous sommes, à notre petite échelle, très très fiers de pouvoir contribuer à la valorisation de l'enseignement de l'économie en série STMG. Merci au réseau des IAE de France, merci pour leurs actions de terrain. On a encore beaucoup de choses à bâtir avec eux, me semble-t-il. Merci aux panélistes des 2 tables rondes. Ils étaient nombreux aujourd'hui sur des enjeux très ancrés sur notre quotidien. Merci à vous, auditeurs. L'éducation économique, budgétaire et financière, c'est une belle mission de terrain qui est assurée par la Banque de France. On l'a dit à l'ouverture, plus de 500 événements sur le territoire. Je pense qu'on va toucher à peu près 10 000 personnes. Nos partenaires sont aussi engagés et font de nombreuses actions sur le terrain. Donc cette semaine, c'est un coup de projecteur, on s'en réjouit, mais sachez-le, l'éducation budgétaire et financière, on l'amène tout au long de l'année, auprès d'un public très large, donc dans les écoles, hors des murs des écoles, dans les associations, dans les structures de quartier. On le fait aussi via nos 2 portails Internet, Mes questions d'argent et Mes questions d'entrepreneurs, que je vous invite à consulter. Donc une fois de plus, merci à vous tous, merci aux équipes, et puis à très bientôt pour l'aventure EducFi. Au revoir.